Bonjour à tous. Ça va être complexe, 30 minutes après le déjeuner. J'espère vous garder un petit peu éveillé. Donc, vous avez vu le titre, on va parler de cyber et d'IA. Je pense que vous n'êtes pas trop étonnés au vu des différents sujets qu'on a vus ce matin. On va principalement se concentrer sur la partie pratique. Globalement, on va se poser la question de comment est-ce qu'on va travailler sur cette partie cyber et cette partie IA pour derrière augmenter le niveau de sécurité qu'on peut avoir lié à différentes entités. Pour me présenter brièvement, donc moi je m'appelle Adel Alam, je suis auditeur sécurité, donc globalement j'effectue principalement tout ce qui est tests d'intrusion. On va retrouver les tests d'intrusion externes qui ont pour objectif de cibler des services qui sont exposés sur Internet. La plupart du temps ça va être des sites web. L'objectif globalement c'est de simuler bien évidemment de manière légale toutes les actions qu'un attaquant serait susceptible de faire pour voir si le système il est vulnérable ou le service en lui-même. La seconde famille de missions, c'est tout ce qui est test d'intrusion interne. Donc là, l'objectif, le contexte il est un petit peu différent. On va se rendre au sein des entités physiquement et on va vouloir globalement simuler deux scénarios. Un visiteur malveillant, c'est-à-dire une personne qui réussirait par exemple à s'introduire physiquement au sein d'une entité, à se mettre dans la salle de réunion et se connecter au réseau interne. Et la question c'est, à partir de ce point de départ, qu'est-ce que je suis en mesure de faire? Encore une fois, toujours depuis la vue offensive. Et le second scénario, c'est dans le cas où on aurait un employé malveillant ou plus probable, un employé dont la machine a été compromise. Parce que souvent, ces machines vont être utilisées comme système de rebond au sein du réseau interne. Donc l'objectif, c'est de tester globalement ces trois vecteurs pour voir ce qu'on est en mesure de faire. Et j'effectue également d'autres types de missions. Liées à cette partie on va dire offensive, il y a toute une partie en fait de la formation. On va traiter tout ce qui est sécurité liée au système Windows et également de manière on va dire plus macro la sécurité de l'Active Directory, sujet dont on va revenir dessus un petit peu plus tard. Donc rapidement, on va commencer par discuter de RootMe. Est-ce que par hasard dans la salle il y en a qui ont peut-être déjà entendu parler de RootMe? 1, 2, 5, 6 personnes. RootMe, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui est publique, qui est sur Internet, qui est sur root-me.org. Et l'objectif de RootMe, c'est d'offrir différents challenges gratuitement pour s'entraîner sur des thématiques liées à de la cybersécurité. Sur le site, on va retrouver différentes catégories et dans chaque catégorie, on va retrouver des dizaines. Sur toute la plateforme, on est à peu près à 700 challenges qui sont disponibles. On va les détailler juste après. Quelle est globalement la philosophie macro de RootMe? C'est attaquer pour mieux se protéger. On est d'accord, c'est un petit peu aguicheur. Ici, l'objectif, c'est globalement d'analyser la vue offensive pour derrière appliquer les bonnes pratiques de sécurité et souvent comprendre ces bonnes pratiques de sécurité. Sur Internet, vous allez retrouver plein de guides qui vous indiquent comment configurer un service ou un système et vous ne savez pas forcément pourquoi est-ce qu'on fait différents choix. Et l'objectif, c'est qu'avec cette vue offensive, on puisse vraiment comprendre en fait, ce qu'on est en mesure de faire lorsqu'on augmente le niveau de sécurité, par exemple. Lorsqu'on parle de challenge, on peut résumer ça globalement en 4 phases. Analyser le contexte, donc j'ai par exemple une application web ou un système, je vais essayer de comprendre le système et l'application, découvrir ses différentes fonctionnalités. Grâce à la liste des fonctionnalités, je vais peut-être en sélectionner un sous-ensemble qui vont me paraître les plus potentiellement, on va dire, vulnérables. Donc ça va souvent se baser en fait, sur l'expérience. Et je vais tester différentes attaques, différentes injections pour espérer à un moment donné identifier une vulnérabilité que je pourrais exploiter. Et l'élément résultant, ça va être de récupérer un petit secret qu'on appelle souvent un flag ou un mot de passe qui va nous permettre de valider le challenge. Donc, à quoi ça ressemble? Lorsqu'on arrive sur un challenge, globalement, on va avoir un titre. Ce titre, souvent, il va indiquer de manière macro quel est le sujet du challenge. On va avoir une description qui va indiquer quel est l'objectif macro. Par exemple, attaquer et compromettre un service web, ou bien attaquer ou compromettre une machine Windows. Associé à ces différents challenges, on va retrouver un niveau de difficulté qui va aller globalement de la sensibilisation jusqu'au niveau le plus extrême, le très difficile. Globalement, lorsqu'on est sur du très simple, on est sur des challenges à 10-20 minutes normalement pour le résoudre. Par contre, sur du très difficile, là c'est des challenges plutôt à destination d'experts dans certains domaines, sur la cryptographie, sur du Windows.
on peut être à plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures pour être en mesure de valider le challenge. Vous l'aurez deviné, il y a un système de points qui va être associé à chacune de ces difficultés. Plus un challenge est complexe, et plus il va vous rapporter des points. Étant donné qu'on a des points, il y a un système de classement derrière. Pour vous aider sur la résolution des challenges, vous allez souvent retrouver différentes ressources annexes. Ça peut être par exemple des documents, des RFC dans les cas on va dire les plus complexes, qui vont vous donner les premières pistes globalement pour résoudre le challenge en lui-même. Lorsque vous souhaitez valider un challenge, normalement vous avez récupéré un mot de passe, ou ce qu'on appelle également le flag, en le saisissant sur la plateforme, soit il est validé et vous gagnez dans ce cas ici 5 points, et à l'inverse, si ce n'est pas le bon, on vous conseille de continuer vos recherches. RouteMe, globalement, quelles sont les principales raisons de pourquoi est-ce que la plateforme existe? Donc, c'est une plateforme qui est française, qui a été qui a été créée en 2006. Globalement, on va avoir deux types d'objectifs. Le premier, ça va être le manque de prudence. Donc là, on va principalement cibler tout ce qui est notion de sensibilisation à la sécurité informatique de manière à dire assez macro et de manière assez générale. Souvent, ça va être de la prise de conscience, histoire de se rendre compte des différents risques et des potentielles menaces. Et derrière, en déduire quelles sont les bonnes pratiques, ou du moins de mieux comprendre certaines bonnes pratiques, parce que quelquefois, elles peuvent nous paraître un petit peu abstraites. Et le second objectif, plutôt ici dans le cadre de formation, on va être sur des sujets un petit peu plus avancés, c'est on va vouloir développer certaines compétences, bien évidemment des compétences toujours avec une casquette cyber, associées à différents sujets. La partie compétences, on travaille notamment beaucoup avec la partie éducation nationale. On a différents partenaires sur lesquels on peut proposer des challenges RouteMe sur du niveau BTS, master et voire même lycée. Et sur la partie compétences, enfin, la formation d'experts, étant donné, comme je vous l'ai dit, les challenges les plus complexes peuvent nécessiter plusieurs heures, voire dizaines d'heures. Donc forcément, là, on est plutôt sur des profils experts qui ont un haut niveau technique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de nos jours, le nombre de points sur RouteMe, c'est quelquefois une caractéristique sur un CV qui peut permettre de distinguer un profil, on va dire, qui est peut-être plus motivé sur la partie cyber comparé à un autre. La partie RouteMe, globalement, ici RouteMe Pro, c'est la suite logique de RouteMe. La partie RouteMe, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est à destination des particuliers. Vous pouvez complètement vous inscrire et créer un compte sur la plateforme et accéder à plus de 700 challenges. Dans le cas où vous êtes plutôt dans un usage, on va dire, professionnel, dans le cadre lié à du travail, vous êtes censé passer par du RouteMe Pro, où là, l'avantage, c'est que vous allez avoir des challenges et des environnements qui sont dédiés. Un peu plus tard, on va parler de la partie Windows. Lorsqu'on va faire des attaques sur des systèmes Windows, forcément, ça va nécessiter des ressources, de lancer des machines Windows qu'on va ensuite attaquer. Il y a également des parcours de formation qui vont être, on va dire, spécifiques sur certains domaines. Par exemple, un auditeur qui va attaquer des applications web, un autre parcours qui sera plutôt orienté sur attaquer du Windows et de l'Active Directory, ou bien de la vue plutôt défensive, des parcours de type analyste SOC, où là ça va se résumer à faire de l'analyse de logs et d'événements pour détecter certains motifs ou certains patterns d'attaque. Et enfin, on organise également des CTF, qui sont globalement des événements souvent physiques, en équipe de 3 à 4, et les différentes équipes essayent de gagner le plus de points en validant le plus de challenges possible. Premier cas d'usage de la partie RouteMe qu'on va un petit peu présenter, ça va être le sujet Active Directory. Peut-être que ce sujet, pour certains, il est un petit peu flou. Je vais présenter ici de manière macro quels sont les différents objectifs. Donc l'Active Directory, c'est un système proposé par Microsoft, qui est de nos jours utilisé dans 95% à dire, des entités, qui permet globalement une gestion centralisée, par exemple, de l'ensemble des comptes de l'entreprise. Sur une seule console unifiée, vous êtes en mesure de créer des comptes, par exemple lorsqu'un employé arrive, de désactiver un compte lorsque l'employé quitte l'entreprise. C'est également lui qui va vous permettre de définir les différents droits d'accès.
imaginons que vous devez accéder à une ressource, à un serveur de fichiers, avec des PDF, des docx, etc. Et ben en fait, sur les propriétés du partage, vous pouvez autoriser l'utilisateur X à accéder à la ressource et bloquer l'utilisateur Y sur l'accès à cette même ressource. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la gestion des droits et des accès dans les environnements Active Directory. Cette partie Active Directory, ça va également, ça va être votre principale arme pour augmenter votre niveau de sécurité, étant donné que vous allez pouvoir gérer de manière centralisée l'ensemble de vos systèmes. C'est notamment grâce à ça que vous allez pouvoir peut-être augmenter le niveau de sécurité de chacun des postes clients, donc globalement les postes utilisateurs, afin d'être en mesure de potentiellement bloquer certains vecteurs ou certaines attaques. Étant donné que c'est un élément qui est assez critique au niveau du système d'information, si cet élément est compromis, souvent ça marque également la compromission du système d'information. Étant donné qu'il a une posture, on va dire, assez centrale, la compromission de l'Active Directory très souvent va marquer la compromission du système d'information. La conséquence est que forcément, on est obligé de traiter ce sujet d'un point de vue cyber afin d'identifier quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour sécuriser ces différents environnements, pour diminuer les probabilités ou à minima complexifier les exploitations depuis la vue attaquante. Lorsqu'on a une compromission de l'Active Directory, on pourrait se dire on va lancer un travail de nettoyage pour identifier toutes les actions effectuées par l'attaquant. Dans la pratique, ça, c'est vraiment pas recommandé parce que globalement, il y a tellement de méthodes qu'on appelle de persistance sur un Active Directory que c'est plus rapide et c'est moins cher de repartir de zéro, c'est-à-dire recréer un Active Directory et le peupler petit à petit. Ce sujet Active Directory, notamment lié au domaine de la santé, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà entendu parler du programme CARE, qui est globalement un financement qui est à destination de la majorité des entités qui sont dans le domaine de la santé, qui a pour objectif d'augmenter le niveau de sécurité de ces dernières. Et un des points qui est abordé, c'est bien évidemment la sécurité de l'Active Directory. Un des mots-clés sur les derniers mois et également sur les prochains mois que principalement vos administrateurs système vous ont déjà expliqué, c'est le terme ORADAD. ORADAD, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de l'ANSSI qui globalement fonctionne en 3 étapes. Vous allez lancer le programme va s'occuper de récupérer plein d'informations et ces informations, vous allez les renvoyer à l'ANSSI et qui va vous renvoyer un rapport. Lorsque vous allez ouvrir le rapport, vous allez un petit peu stresser parce qu'au niveau de ce dernier, on va avoir un système de notation qui va être une note allant de 1 à 5. Plus la note est faible, et plus mauvais on va dire est le niveau de sécurité, et plus elle est haute, et plus le niveau de sécurité est intéressant. Et globalement, l'objectif du programme CARE, c'est d'inciter le plus d'entités possible à arriver à minima sur le niveau 2. En réussissant à arriver sur le niveau 2, ces entités seront en mesure, globalement, de se faire rembourser la majorité des actions liées à des actions de sécurisation de leur Active Directory. Donc la deadline pour arriver au niveau 2 arrive sur les prochains mois. Donc probablement vos équipes techniques travaillent spécifiquement sur ce point pour atteindre cet objectif. Donc le sujet Active Directory, qu'est-ce qu'on serait en mesure de faire sur la partie RootMe? On va prendre un exemple très simple, ça va être la partie mot de passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va par exemple faire des attaques de type brute force, c'est-à-dire cibler un certain compte dont on ne connaît pas le mot de passe, lorsqu'on est juste sur Internet, c'est assez complexe de réussir ce type d'attaque de nos jours. Par contre, lorsqu'on est dans des réseaux internes, les probabilités de succès sont un peu plus élevées parce que la plupart du temps, on va être en mesure de faire ce qu'on appelle des attaques hors ligne. C'est-à-dire tester des millions et des milliards de mots de passe sans que la personne ciblée le remarque et faire tout ça sur des serveurs que nous on contrôle sans créer de bruit. Sur RootMe, on a ce type de challenge qu'on va voir juste après. Ici, on a à peu près un visuel de tous les challenges, une partie des challenges qu'on a sur la thématique Active Directory. On va prendre l'exemple d'un challenge dans la catégorie cryptanalyse qui s'appelle NTLMV1. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais ici, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une description qui va nous demander de trouver le mot de passe du compte administrateur. Si on pouvait mettre en pause la vidéo. Donc,
on cherche le mot de passe du compte administrateur. Et la petite particularité ici, c'est qu'on part du postulat qu'on a réussi par exemple à intercepter ou à écouter une communication entre deux personnes. Donc là, c'est l'élément que vous voyez en dessous qui est sur 5 lignes. Donc on a une discussion, et dans cette discussion, on a différents mots-clés, on a différentes dates et on a différents prénoms. Et on va également partir du postulat que peut-être l'utilisateur qui s'appelle administrateur, dans son mot de passe, il y aurait peut-être des mots-clés associés à ces différents concepts. Et notre objectif, ça va être ça. C'est qu'on va analyser cette description, on va faire l'extraction des différents mots-clés qui vont nous intéresser. Donc c'est ce que j'ai fait ici à droite. Donc j'ai identifié le prénom, le nom, le surnom, le nom de son enfant, le nom du chien, le nom de l'entreprise, etc. Et on va utiliser un outil en fait qui est spécialement fait pour ça, où on va lancer l'outil, il va nous poser différentes questions. Donc ici, dans le cas où on cible une personne, mais on peut très bien ajuster ça dans le cas où on cible une entité, ce qui fonctionne également très bien. Donc là, j'indique le nom de la personne, son prénom. J'ai pas sa date de naissance, donc je ne saisis rien. Donc là, j'indique le nom de son enfant, Zultor. Ensuite, ça va être le nom du chien Cookie, le nom de l'entreprise, ausecours.org. Et je vais terminer à la fin par les différents mots-clés. À un moment donné, vous verrez que l'outil va me poser une question et il va me dire est-ce que tu souhaites que j'ajoute des caractères spéciaux à la fin du mot de passe? Je vais répondre oui. Est-ce que tu souhaites que j'ajoute des dates à la fin, ou est-ce que tu connais des mots-clés qui caractérisent la personne? C'est ce que j'ai indiqué en bas à droite sur la partie mots-clés. J'ai récupéré des mots-clés ici en fait, dans la discussion, et je vais les donner à l'outil. Et il me demande également est-ce que je vais utiliser le mode lit, par exemple pour remplacer un E par un 3, remplacer un A par un arrobase. Et l'outil il va me ressortir un fichier de plusieurs milliers de lignes. Les premières lignes, elles ne sont pas forcément explicites. Mais on comprend rapidement qu'il y a certains mots-clés qui vont en fait correspondre ici en fait plutôt on va dire certains mots de passe qui vont correspondre à certains mots-clés. Donc par exemple ici on a admin écrit en lit, parce qu'en effet dans les mots-clés j'ai indiqué le terme admin. Et donc ça, c'est ma liste de mots de passe qui fait ici 24 000 mots de passe. Et grâce à ça, je peux lancer donc tout simplement une attaque de type brute force hors ligne. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je lui donne ce fichier. Et à un moment donné, on voit que le statut il est craqué, ce qui indique en fait que le mot de passe a pu être retrouvé. Et vous avez ici le mot de passe en clair. Donc ça, c'est un exemple assez simple qui va en fait cibler la sécurité des mots de passe. Ce qu'il faut retenir derrière, c'est que attention aux mots de passe que vous choisissez. Si c'est des éléments qui sont liés à vous ou bien on va dire à l'entité, souvent on retrouve le nom de l'entité 2023, 2024 avec une étoile à la fin. D'expérience, ça c'est des choses qu'on retrouve presque tout le temps. Plus on a un nombre de comptes élevé et plus statistiquement on peut réussir ce type d'attaque. Donc c'était le premier cas Active Directory. Second cas d'exemple, la partie IA. Donc sur cette partie IA, globalement on va avoir différents challenges sur RootMe. On va avoir les challenges plutôt orientés sur de la sensibilisation. L'objectif de ce type de challenge, c'est que le grand public, entre guillemets, se rende compte, on va dire, des différents risques, notamment lorsqu'on va alimenter l'intelligence artificielle pour l'influencer sur les différentes réponses qu'elle va donner. Et les challenges, on va dire, un peu plus avancés, qui sont plutôt à destination des profils experts sur le sujet IA, c'est par exemple comment résoudre un CAPTCHA grâce à l'intelligence artificielle. Pareil, une petite vidéo. Donc là, on a un visuel des différents challenges qui sont présents. Nous, on va prendre le plus simple, RootMe AI niveau 1. On fera également le niveau 2. Ici, l'objectif, c'est qu'on va discuter avec une IA et on va vouloir récupérer une information associée aux planètes dans le système solaire. Donc, ce premier niveau, il est assez simple. Vous verrez l'interface où on va tomber en fait sur une application assez similaire à ce qu'on peut retrouver sur le marché. On a la possibilité de poser différentes questions. Donc là, j'envoie un message assez simple pour dire bonjour à l'IA. Je commence ensuite à cibler la thématique qui m'intéresse, le système solaire. Et ici, le système, après quelques secondes, va me répondre
des premières informations. Et à la fin, on voit ce message un petit peu étrange qui commence par RM et ensuite une chaîne de caractères aléatoires. Ce type de motif en fait, va vous permettre de valider ce premier niveau. Donc là, c'est du très simple. On pose juste la question et on récupère la réponse. Sur le niveau 2, c'est un petit peu plus complexe parce que je vais essayer de poser à peu près la même question, sauf que l'IA va me dire non. J'ai pas très envie de te donner la réponse. Donc, pour contourner ça, vous allez voir juste après, on va essayer d'ajouter un petit peu de contexte à nos différentes questions pour, entre guillemets, ajouter de la pression en fait, sur l'IA, encore une fois, pour augmenter nos probabilités qu'elle donne la réponse qui nous intéresse. Donc là, l'objectif, c'est globalement de trouver le nom de l'océan qui est sur la planète Lune. Donc, je lui dis bonjour, je lui demande est-ce que tu connais la Lune. L'IA me répond oui, je la connais. J'essaye de lui demander plus d'informations parce que c'est quelque chose que cette dernière me propose. Donc là, elle va me renvoyer un message encore plus verbeux sur cette lune. Et à un moment donné, donc là, je pose le nom, ici en fait la question pour récupérer le nom de ce fameux océan. Donc connais-tu le nom de l'océan qui se trouve sur la Lune ? On va le voir juste après, l'IA en fait va refuser ma question parce qu'elle va m'indiquer je suis désolé mais je ne peux pas divulguer cette information, cependant je peux te donner d'autres informations. Là je vais reposer la même question mais en ajoutant un peu plus d'informations de contexte ou globalement que si tu ne me donnes pas la réponse je vais être en danger et en ajustant ici la question en fait on va remarquer qu'on va récupérer ce qui nous intéresse. Comme tout à l'heure, un message un petit peu étrange. Donc ça, c'est le flag ou le mot de passe de validation qu'on va copier et qu'on va venir en fait coller directement sur la plateforme. Et ainsi, on a validé en fait ce second niveau. Vous l'aurez deviné, ici, je vous ai montré les deux premiers niveaux. Plus vous allez avancer, plus ça va être complexe. Globalement, à chaque fois, l'IA, on la configure avec des contraintes de plus en plus élevées. Et quelquefois, on attend certains mots-clés très précis avant de donner la réponse. Donc l'objectif ici, en fait, c'est de montrer qu'on peut complètement, en fonction de la manière dont on va configurer l'IA, lui donner ce qu'on appelle des pré-prompts, qui sont globalement des données à consommer avant que l'utilisateur va poser les questions. Il y a un exemple, entre guillemets, qui est assez peu connu. Typiquement, il y a un gros constructeur automobile qui a commencé à intégrer de l'IA en fait, au niveau de ses véhicules. Avec un simple bouton, on peut poser une question. Et il s'est avéré qu'à la question quel est le meilleur constructeur du monde, l'IA répondait toujours que c'était le constructeur qui avait en fait, fabriqué la voiture. Et ça a été prouvé qu'ils avaient bien injecté en amont ici en fait sur le même système que c'était toujours lui-même qui était le meilleur. Voilà, c'est un petit exemple. Donc, pour résumer sur la partie intelligence artificielle, donc les bonnes pratiques, toujours respecter les différentes consignes indiquées par votre entité ou par votre entreprise. Sur les données sensibles, toujours éviter d'envoyer des choses qui pourraient porter atteinte à la confidentialité. Indiquer des noms qui sont fictifs, notamment lorsque vous avez des grandes questions à poser avec des noms, on va dire, d'entités. La partie confidentialité également, de nos jours, lorsque vous allez utiliser des systèmes d'IA, notamment dans des environnements d'entreprise, normalement, ils vous proposent des options qui vont limiter l'apprentissage et que l'ensemble des données que le prestataire va recevoir vont être limitées à votre seul système et à votre seule utilisation. Également, assurez-vous que, au niveau des lois, ça respecte bien la politique de l'entreprise. Pour conclure, donc, cette partie cybersécurité, cette partie IA, donc, les principes sur leur sécurisation, ils sont assez, on va dire, historiques. Identifier, donc ça c'est principalement avec des audits de sécurité ou de la cartographie, la protection, le second facteur, la gestion des différentes identités, la détection. Tout à l'heure on a parlé des challenges de type SOC, de type analyste, où en fait là vous allez détecter le comportement, on va dire, anormal d'une personne qui pourrait potentiellement indiquer la compromission de son compte ou de sa machine.
Et la partie réagir, c'est réfléchir à la notion de réponse à incident. Il faut que je me prépare au jour J, lorsque l'attaque va arriver. Donc là, ça peut être tout ce qui est notion de fiche réflexe, parce que forcément, sur le coup, on va avoir peur, on va être stressé, alors que si on a des fiches réflexes qui ont été réfléchies en amont, on est beaucoup plus efficace. Et ensuite, définir des plans de continuité et de remédiation pour revenir dans un état qui serait nominal. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup, Monsieur Hallam, pour cette présentation très intéressante, très fluide, et clairement, beaucoup de collègues de nos élèves ils ont vu une autre présentation, un autre type de présentation, et là, clairement, on est en plein, voilà, les codes, etc., mais très, très, très bien vulgarisé. Même moi, je l'ai comprise. Mais en cybersécurité, pourtant. Est-ce que notre cher public, que ce soit en présentiel ou notre public en ligne, vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question. Moi je suis chercheur en IA et je suis plus souvent porté à, plutôt que d'utiliser des API comme un chatbot comme vous nous montrez, avoir des fois directement accès à certains modèles, dont certains pré-entraînés par des grosses entreprises comme Facebook, etc. Est-ce que dans votre site web, ou même vous pensez de manière générale, qu'il serait intéressant de rechercher un peu plus du côté des attaques adversariales directement sur le modèle en ayant accès au poids, en essayant d'extraire des données qui étaient dans le set d'entraînement mais qui sont potentiellement confidentielles et qui n'étaient pas censées se retrouver là. C'est une problématique que je trouvais un peu importante pour notamment la gouvernance des données. Alors c'est une très bonne question. Donc les deux challenges que j'ai montrés sur la vidéo, c'est des challenges qui sont très simples. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a également une autre série, mes deux challenges plutôt sur la partie niveau expert. Et je pense que typiquement, ce que vous avez indiqué, c'est des sujets qui vont être traités. Merci. Est-ce qu'il y a... on a une autre question. Notre chère Tiffaine. Merci pour la présentation. Moi, c'est plus... Vous faites des formations pour faire du bug bounty. Par la suite, vous formez les personnes à trouver des XSS, des failles dans les sites. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça engendre des personnes qui ne suivent pas l'éthique? Ça ne fera pas forcément que des éthiques à la cœur. Donc... Alors, principalement, nous, sur la partie formation, on forme actuellement des profils plutôt administrateurs, système, typiquement sur les différents GCS de niveau national. De manière régulière, on forme typiquement sur la partie attaque, sur l'Active Directory, parce que globalement, la majorité des guides de sécurisation, si vous allez les lire, en fait, il y a plein de références au nom des attaques. Et le souci, c'est que si vous êtes, entre guillemets, un administrateur qui n'a pas forcément à minima une petite casquette offensive, vous comprendrez à peu près, il y a peu de chances que vous compreniez la finalité en fait de ce que vous faites. Typiquement sur la partie Active Directory, de nos jours, un des thèmes, ou plutôt au niveau de sécurité le plus haut qu'on connaît, ça reste la notion de tiering. Et vous pouvez mettre en place en fait du tiering, mais si vous ne savez pas en fait quelle est la raison de faire ça, ce sera peut-être beaucoup plus naturel pour vous et vous serez peut-être beaucoup plus réticent à faire du tiering parce que vous n'avez pas vu en fait les attaques associées à ne pas faire du tiering. Après, sur l'utilisation de la connaissance qu'on peut donner aux personnes, on n'est pas les seuls entre guillemets à donner des formations, la partie universitaire, etc. donne ce type de formation. Après, chaque personne fait ce qu'elle peut. Ouais, du coup, pour compléter, est-ce que vous faites de la sensibilisation sur le juridique, sur ce que risque un cybercriminel pour inciter à utiliser éthiquement, justement? Alors, la partie sensibilisation sur du juridique, c'est pas quelque chose qu'on traite. On traite principalement tout ce qui peut être sensibilisation sur de la donnée personnelle. Typiquement, on a d'autres challenges où l'objectif c'est de récupérer des informations sur une personne, bien évidemment sur des environnements qu'on contrôle, mais on ne fait pas forcément cette vue juridique, on se concentre plutôt sur la phase pratique.
Merci beaucoup. Du coup, pour le rituel, d'habitude, reste. Je vais inviter Tiffaine et Adon, qui ont beaucoup, clairement, grâce à eux, l'organisation n'aura pas lieu, pour donner en fait le cadeau à notre invité et pour faire la photo, le rituel. Oui. Normalement, je pense que c'est derrière. C'est toi. On appelle Carole peut-être. Bon, c'est